Alors, voici un passage qui est assez significatif de la politique impérialiste telle qu'analysée par Hobson. Il dit la diplomatie des armes. Donc vraiment, c'est les deux mots qu'il faut bien comprendre. C'est la diplomatie des armes. Ce sont les armes. Malheureusement, dans le rapport, dans la politique internationale, la diplomatie, on montre ça comme c'est un exercice de banquet où on se parle entre amis. Mais ce qui est déterminant, ce sont les armes. Si vous n'êtes pas fort, vous serez soumis. Et ceux qui vont vous soumettre n'auront pas d'état d'âme. Donc, il dit la diplomatie des armes de la Grande-Bretagne doit être donc utilisée pour imposer. To compel. C'est pour imposer. Ce n'est pas de l'amusement. Et vous voyez qu'à la fin, il termine par protection et l'annexion. L'Angleterre, c'est un petit territoire, une petite île, mais par son industrie, par sa marine, par ses armes, l'Angleterre va s'imposer quasiment sur le reste de la Terre. Il parle donc en particulier du Cape, la colonie de Cape en Afrique du Sud et du Natal. Alors, une chose importante qu'on peut s'arrêter ici. Vous savez que toute l'entreprise colonialiste et impérialiste avait pour justification le fait qu'on allait civiliser les autres. Le fait qu'on allait apporter la culture aux autres. Le fait qu'on allait, disaient les Européens, qu'on allait apporter la connaissance aux autres. Hobson, qui est anglais et qui sait de quoi il parle, il dit, s'adressant à ses compatriotes, il dit, tout ce que vous dites, c'est du mensonge. Et je vous rappelle qu'il écrit en 1902. Il dit que c'est du mensonge et que, en fait, vous, les Anglais, vous prétendez vouloir apporter la civilisation aux autres, vouloir apporter un mode de gouvernement nouveau aux autres, mais vous n'accepterez jamais que vous soyez gouverné selon un système qui est semblable à celui que l'on applique dans les colonies. En Angleterre, vous êtes des Anglais, vous êtes certes des sujets de la reine ou du roi, mais vous avez des droits. Les Anglais en Angleterre ont des droits. Ils peuvent choisir leur MP, leur député. Ils peuvent voter pour choisir leur maire. Mais aux colonies, dit-il, nous nommons un gouverneur et ce gouverneur ne répond pas de la population locale. Donc, Hobson est intéressant pour nous parce qu'il dénonce dès 1902, encore une fois, l'hypocrisie des impérialistes et donc même de son propre pays. Il dit, vous prétendez que vous allez enseigner aux autres, par exemple la démocratie, mais là-bas, c'est un système autoritaire. Je crois qu'il utilise le mot autoritaire et même de white monopoly. Il dit c'est un système de monopole de pouvoir blanc. Il n'a pas peur d'écrire ça. Il dit vous ne pouvez pas avoir un double langage. Et vous ne pouvez pas mentir à ce point. Donc, quelle est la structure de la domination impérialiste à l'époque? Donc, on envoie un gouverneur qui va s'occuper d'une colonie. Mais ce gouverneur n'est pas comme un préfet ou un maire ou un premier ministre en Angleterre, parce que le premier ministre, il sera nommé par la population. Mais le gouverneur dans les colonies, lui, il va répondre au département, au ministère des colonies. Donc, il n'a pas de légitimité qui vient de ceux qu'il gouverne, mais il a une légitimité qui vient de l'extérieur. Et plus grave, en Angleterre, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le législatif, il y a l'exécutif, il y a le judiciaire. Mais aux colonies, il n'y a pas du tout cette séparation. Tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du gouverneur. Donc le gouverneur est en même temps l'exécutif, il est en même temps, il a certes une petite sorte de conseil, mais ce conseil n'a aucun pouvoir législatif. Et il est en même temps le pouvoir judiciaire. Et non seulement il a le pouvoir judiciaire, il juge sur des codes qu'il détermine lui-même. Donc c'est comme ça qu'on introduit l'autocratie. C'est comme ça qu'on introduit, parce qu'on dit que nous sommes les Blancs et que nous pouvons dominer les autres, on introduit l'autocratie pour maintenir ce que dénonce Hobson et qu'il appelle le monopole blanc. Et cette petite phrase aussi est très très intéressante parce qu'il dit
This is the most important of all factors. For students, we have taken upon our... Nous avons pris la responsabilité, dit-il, d'aller gouverner les autres. Mais nous les gouvernons par des méthodes qui sont antithétiques des méthodes que nous nous appliquons à nous-mêmes. Donc je crois que c'est une analyse théorique très profonde par un Anglais, ce n'est pas un Africain qui écrit. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que disent lui-même, ce que dit Hobson à l'époque, au début du siècle, il y a 110 ans. Il dit, vous utilisez des méthodes antithétiques. C'est très fort, c'est-à-dire que c'est l'exact opposé de ce que vous prétendez que vous appliquez. Alors je vous ai dit que son ouvrage était en 2 parties. Et même si on n'a pas le temps de lire tout le livre, c'est un gros livre, hein, si on n'a pas le temps de tout le lire, on peut regarder rapidement les chapitres, des têtes de chapitres. Vous voyez que c'est vraiment symétrique. Il y a une partie sur l'économie de l'impérialisme, parce que tout ceci c'est l'économie. Il ne faut pas dire, ce n'est pas les médecins sans frontières ou les machins, ou les ONG qui vont permettre. Tout ceci c'est parce qu'on veut aller s'emparer des richesses, on veut aller s'emparer des marchés, on veut aller contrôler des territoires et des populations. Donc, la mesure de l'impérialisme, le commercial value, la valeur commerciale de l'impérialisme, parce que tout ça, encore une fois, c'est pour aller chercher des vraies richesses. Ce n'est pas pour apporter la civilisation ou pour apporter la démocratie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on utilise la même chose. On va dire, on combat pour la démocratie. On va attaquer la Libye, on va dire, c'est pour la démocratie. Donc, on a toujours un prétexte, mais ceci ne doit pas tromper. Et c'est une pratique ancienne qui est renouvelée aujourd'hui et qui est multipliée par les moyens médiatiques qui existent. Donc, vous avez un tonnerre médiatique qui s'exerce et qui va faire croire aux populations que l'action que l'on mène a pour but d'aller ou bien renverser un dictateur, d'aller apporter la démocratie, d'aller apporter les bienfaits de la civilisation. Et troisième point, imperialism as an outlet for population, c'est-à-dire l'impérialisme comme un lieu de déversement de la population. Si vous avez trop de chômeurs à un moment donné, vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez déverser votre population dans les territoires. Si l'activité économique ne fonctionne pas, vous déversez votre population dans les territoires en question. Et nous voyons ça aujourd'hui. Si vous avez suivi l'actualité, le Portugal est actuellement presque en déshérence. Il n'y a pratiquement plus d'activité économique, même en Grèce. Qu'est-ce qui se passe? Près de 4 à 5 000 Portugais chaque fois s'alignent pour aller en Angola, pour aller au Mozambique. Parce que c'est là-bas que se passe qu'il y a des opportunités aujourd'hui. Ce qui se passe en Angola, ce qui se passe au Portugal, peut très bien arriver en France. L'année 2013 risque d'être une année très difficile économiquement. Et les mouvements de population ne sont pas toujours de l'Afrique vers ici, mais de l'autre côté. Les Portugais, les jeunes Portugais aujourd'hui quittent leur pays en masse et sont en train de se déverser en Angola et en Mozambique. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez faire des recherches, vous allez voir cela. Ensuite, l'impérialisme, je passe sur l'impérialisme comme base de protection, ou l'impérialisme comme... et la finance impérialiste. Maintenant, concentrons-nous une seconde sur la deuxième partie de son livre qui est la politique de l'impérialisme. La signification politique de l'impérialisme, encore une fois, c'est le prétexte occidental, pour utiliser un mot générique, que nous sommes supérieurs aux autres et nous allons leur apporter notre civilisation. Mais nous savons que c'est un prétexte. Nous savons que c'est un prétexte et que la réalité est d'abord une réalité économique de possibilités, parce que nous avons acquis la force, y compris dans la force militaire, nous avons acquis la force monétaire et nous avons acquis la force juridique au niveau international avec la Cour pénale internationale dont nous allons parler tout à l'heure. La défense scientifique de l'impérialisme est aussi intéressante, mais nous n'allons pas nous attarder pour longtemps parce que c'est un sujet qui est devenu un peu en désuétude. Mais dans les années 1900, quand il écrivait cela, c'est ce qui prévalait en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, la défense scientifique de l'impérialisme? Ça veut dire que vous aviez dans des universités des scientifiques qui, en mesurant les tailles des crânes, en mesurant des tailles de gens, en mesurant la couleur de peau, en mesurant ceci, disaient non, et qui, entre guillemets, scientifiquement, prouvaient que l'homme européen était supérieur à l'homme à l'asiatique
et encore plus supérieur, dit-on, à l'homme noir. Donc il y a toute une théorie, je ne sais pas si vous avez connu Alexis Carrel, il y avait beaucoup de scientifiques, y compris en France ici, qui donc, il y avait toute une théorie, et je dis c'est des universitaires, ce ne sont pas les gens de la rue, il y a des ouvrages là-dessus qui, à l'époque, qui, entre guillemets, prouvaient qu'il y avait une supériorité un mot que je n'aime pas beaucoup, de la race blanche sur les autres. Donc c'est dans ce contexte, et il faut savoir gré à quelqu'un comme Hobson d'avoir été lucide à cette époque pour dénoncer ce genre d'ânerie. Et il n'était pas très écouté, et n'oubliez pas qu'on a dit au début que c'était un hérétique, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans les sentiers battus, il n'avait pas de chaire à l'université. C'était un individu un peu à côté qui poursuivait ses recherches. Alors, Lénine dit 4 choses que j'ai retenues dans son livre, et vous allez voir que chacune de ces 4 choses sur un livre écrit en 1916 s'applique encore aujourd'hui à notre situation. Lénine dit, de façon générique, que l'essence de l'impérialisme, c'est le capitalisme de monopole. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous, par exemple, si on dit l'impérialisme français ne profite pas à l'ensemble de la population française. Même ce qu'on appelle la France-Afrique, et qui est encore un terme que je n'aime pas beaucoup, ne profite pas à l'ensemble de la population. Il y a un petit groupe de financiers et d'industriels en France qui ont ce bénéfice. Le simple français ne trouve pas avantage là-dedans. L'ouvrier français n'a pas un avantage extraordinaire. Mais vous avez des banquiers, vous aviez quelques industriels, vous aviez ceux qui contrôlent Total ou Elf. Ceux-là ont avantage. Et ils ont avantage de façon monopolistique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour la concurrence. Ils ont l'avantage pour monopoliser. Et je peux citer un nom. Par exemple, si vous connaissez Bolloré, vous savez que sur toute la côte ouest africaine, les ports de Douala, Abidjan, Lomé, bon, il a perdu Dakar récemment. Et donc, les ports appartiennent à un seul individu. Imaginez-vous en France, le port de Marseille, du Havre, le port de Belgique, le port d'Espagne appartiennent à, mettons, un Chinois. Pourtant, c'est ce qui existe chez nous. Et Bolloré n'a pas seulement les ports, il a même les compagnies de chemin de fer. On lui a donné des concessions de chemin de fer. Donc, c'est l'exemple type de ce que Lénine disait déjà, donc la manière monopolistique de s'accaparer des territoires, de l'industrie et des biens dans un pays. Et ceci risque de s'accentuer. Et c'est pour ça qu'à propos de Bolloré, vous savez qu'il y a la maladie qui s'appelle le sida. Moi, je parle de SIBO pour dire vraiment, Bolloré, en Afrique, c'est comme le sida, c'est le syndrome Bolloré. SIDA, ça veut dire syndrome d'immuno, etc. Moi, je dis qu'une autre maladie africaine sur laquelle il faut vraiment se pencher, c'est le SIBO, le syndrome Bolloré. Alors, les autres 4 points sur lesquels Lénine insiste et qui vraiment nous concernent, le premier, il dit le capitalisme monopolistique, qui est donc la source de l'impérialisme, a d'abord pour base un très haut niveau de développement de la concentration de production. Ce n'est pas le petit industriel français qui va avoir une ambition monopolistique et impérialiste, ce n'est pas le petit ouvrier français, ce n'est pas le petit ouvrier anglais, ce n'est pas la petite entreprise, c'est l'entreprise de taille monopolistique et qui aura derrière elle l'État. Parce que si on prend le cas de Elf, pendant longtemps, Elf c'est une entreprise étatique. C'est une entreprise étatique qui avait donc, y compris, les instruments militaires de l'État et les instruments diplomatiques de l'État avec lui. Le deuxième, donc, ces monopoles ont pour but d'aller acquérir les ressources, les richesses naturelles, raw materials. Le cuivre, le pétrole, l'uranium, et tout ce que l'Afrique possède. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour la démocratie, encore une fois, ce n'est pas pour la civilisation que l'on agresse l'Afrique. C'est pour ce que la terre africaine et les hommes africains possèdent et qu'ils ne savent pas exploiter à l'avantage d'eux-mêmes. Et puis naturellement, il y a le rôle des banques. C'est pour ça que j'ai souligné banque,
Parce que la crise économique dans laquelle nous sommes plongés depuis quelque temps est une crise qui est au départ une crise de nature bancaire. Mais ils ne pourront plus s'en sortir là-dedans aujourd'hui parce qu'il y a de nouveaux acteurs dans le monde. Si nous étions à l'époque, en 1900, moi je suis sûr qu'on aurait déjà fait la guerre directe. Mais il n'est plus possible de faire cette guerre parce qu'il y a de nouveaux acteurs et qu'ils sont affaiblis. Le premier acteur majeur, c'est évidemment la Chine. Et il n'est plus possible, l'Amérique peut encore, pendant quelques années, avoir l'avantage au niveau de ce qu'on appelle le PIB, mais il sera très vite rattrapé et dépassé par la Chine. Donc, la période actuelle est en même temps très très délicate, mais source de beaucoup d'espoir pour nous autres. Pas parce que je suis pour les Chinois, parce qu'il y a cette période de repositionnement, et l'Afrique a énormément de cartes à jouer. Et c'est l'un des buts de ce livre. L'Afrique a une chance. Nous sommes dans une époque extrêmement intéressante, non seulement sur le plan intellectuel, mais même sur le plan de la recomposition géostratégique du monde. Mais saurons-nous saisir cette occasion pour nous affirmer, pas pour dominer les autres, mais au moins pour avoir un peu de paix sur notre continent et sur la diaspora africaine, qui est importante, que ce soit depuis les Antilles jusque partout, au Brésil, où vivent les Africains de la diaspora. Il y a une recomposition stratégique internationale que nous devons saisir. Et enfin, finalement, le quatrième point de Lénine, donc, c'est le monopole de nature coloniale. Alors, j'ai parlé donc de Hobson. Son livre, c'est 1902. Lénine écrit donc, et vous allez voir que la trame, c'est toujours l'impérialisme. Le livre de Hobson, son titre, c'est Imperialism a Study, l'impérialisme, une étude. Lénine écrit son livre en 1916, Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Nous avons un autre livre qui nous intéresse infiniment, qui est celui de Kwame Nkrumah, qui s'inscrit toujours dans cette ligne. Et son titre est très intéressant. Il s'appelle le néocolonialisme, le last stage of imperialism, donc le dernier stage de l'impérialisme. Alors, Kwame Nkrumah, que je rappelle rapidement, est le premier président du Ghana. Le Ghana est le premier pays indépendant d'Afrique. Est-ce que les gens se rappellent la date d'indépendance du Ghana? 57. Le Ghana est le premier pays indépendant de l'Afrique. Et Kwame Nkrumah est très intéressant pour nous parce que Kwame Nkrumah connaît la diaspora africaine. Kwame Nkrumah a... Il a fait ses études en Amérique et en Angleterre. Il a été à l'université de Lincoln, à Pennsylvanie. Et il a, à la suite, et il connaît très bien Marcus Garvey. Et il a été inspiré par Marcus Garvey. Kwame Nkrumah, pendant ses études aux États-Unis, a été un garveyiste militant. Et il a été tellement militant que le premier congrès panafricain, qui a eu lieu à Paris en 1919, et puis il y a eu d'autres congrès. Le dernier congrès panafricain, qui était le 4e, je crois, a eu lieu à Manchester en 1945. Et le secrétaire général de ce congrès, c'était Kwame Nkrumah, qui venait à peine de terminer ses études. Donc Kwame Nkrumah connaît le système de l'intérieur. On ne peut pas lui raconter des histoires. Et il analyse très bien toute la politique impérialiste américaine et toute la politique impérialiste européenne. Et il va donc essayer de monter le mouvement panafricain pour l'indépendance non seulement du Ghana, et le jour, son discours, si vous relisez son discours d'indépendance, il dit, bien sûr le Ghana est indépendant, mais le Ghana ne peut pas être indépendant si toute l'Afrique n'est pas indépendante. Et ce sera sa ligne de conduite jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État impérialiste qui le renverse en février 1966. Écoutez bien, en février 1966. Il écrit son livre, le livre qui va le faire descendre, c'est ce livre, qui est publié en 1965. Et ça fait tilt dans la tête de tous ceux qui sont toujours opposés au progrès en Afrique. Et son livre est interdit aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, le pays où de la libre expression, le livre de Kwame Nkrumah est banni et interdit. Non seulement son livre est banni et interdit, mais la CIA, et ça on le sait aujourd'hui,
la CIA complote pour renverser Kwame Nkrumah en février 1966. On profite d'un voyage, il est en voyage, il va je crois en Asie, il est d'un voyage... non, il est en voyage, il était parti en voyage, et bien sûr, mais tout ceci se fait parce qu'il y a des Africains qui jouent le jeu. S'il n'y a pas des Africains qui jouaient le jeu, ce n'est pas la CIA qui est venue s'asseoir. C'est parce qu'on va toujours trouver quelqu'un qui va accepter de pactiser avec l'ennemi et de renverser les véritables panafricains. Donc, on profite d'un voyage de Nkrumah qui, je crois, allait au Vietnam à cette époque, et puis il est renversé. Mais Nkrumah, c'est un combattant, il revient et il va s'installer en Guinée. Et il va jouer un rôle très important, y compris pour la Guinée. Et moi, j'ai rencontré un ancien ministre, récemment un ancien ministre des Affaires étrangères de Guinée, qui m'a dit tout le bien que Nkrumah leur a fait. Parce que n'oubliez pas que quand les Français sont partis de Guinée, après que Sékou Touré ait dit non, les Français ont tout détruit en Guinée. Tout. Même les chemins de fer ont tout emporté. Non seulement ils ont tout emporté, il y avait de l'argent de la Guinée dans les banques à Dakar au Sénégal. Les Français se sont emparés de tout. De tout. La Guinée, on accuse Sékou Touré d'être un dictateur et de tout ceci, mais il faut savoir d'où il venait. Et qui a sauvé la Guinée? C'est Kwame Nkrumah, m'a dit ce ministre des Affaires étrangères guinéen, qui a déboursé 10 millions de shillings à l'époque. Le petit Ghana. Donc vous voyez aujourd'hui pourquoi la situation du Mali est révoltante. C'est que les gens voient les problèmes comme si c'était des problèmes uniquement des Maliens. On a perdu cette vision de Nkrumah qui voyait tout problème africain comme un problème qui le concerne directement. Nkrumah aurait pu dire c'est un problème guinéen, et encore si la Guinée est francophone, ça ne me regarde pas. Mais un petit pays qui s'oppose, parce que s'opposer à la France, c'était s'opposer aux États-Unis. Donc c'était s'opposer au monde occidental. Mais il a pris sur lui de tenir, et ce ministre guinéen me dit, sans Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Guinée. Parce que les Français avaient tout pris, même les ampoules. Moi, je suis passé à Conakry et les gens me disaient, on a tout cassé, tout cassé. Bien. Alors, Nkrumah dit, et c'est vraiment intéressant, ces petits passages que j'ai pris, pour définir le néocolonialisme qui est dans une autre phase de l'impérialisme. Il dit que c'est la plus mauvaise sorte de colonialisme. Parce que, au moins avec le colonialisme, nous avons en face de nous l'étranger, le gouverneur dont je parlais tout à l'heure. Donc on va dire que c'est un gouverneur français, et c'est facile qu'on se mobilise pour combattre un gouverneur français. Mais si vous avez en barre de bout un gouverneur qui a la peau noire maintenant, on met un des présidents là, c'est un gouverneur. Mais c'est difficile de mobiliser les gens contre lui. Donc le vrai impérialiste est en retrait, il n'a plus besoin d'être présent. C'est comme un pilotage automatique. Vous avez des gens qui vont servir les intérêts de la métropole, qui sont soi-disant présidents de ces pays, mais qui agissent comme des gouverneurs. Donc, vous savez tout à l'heure la structure dont parlait Hobson. Le gouverneur est relié au ministère des colonies. Donc, il va obéir davantage à Londres et obéir davantage à Paris qu'à la population qu'il est censé soutenir. Donc, Nkrumah dit, le néocolonialisme, c'est vraiment la pire sorte de colonialisme parce qu'il n'y a pas de responsabilité directe par rapport à la population. Donc, cela veut dire le pouvoir sans responsabilité, et cela veut dire, pour ceux qui souffrent, l'exploitation sans possibilité de redressement de justice. Parce que dans la structure néocoloniale, l'impérialiste se mettant en retrait, la population locale souffrant, puisqu'on va vous dire, mais vous avez voulu l'indépendance, mais vous avez vos présidents. Vous avez voulu l'indépendance, c'est pas la France qui vous dirige. C'est pas la France ou l'Angleterre qui vous dirige. Prenez-vous-en à vos dirigeants. Mais vos dirigeants ne sont pas responsables devant vous puisqu'ils vous méprisent. Alors, continuons. Alors, maintenant, ici, quand il dit... avant de citer ceci,
un autre discours important de Nkrumah qu'il a prononcé en août 1960 au Parlement anglais, au Parlement de Accra, au Ghana. Il dit les États africains, je dis nous sommes en août 1960, vous n'avez que 3 options. Ou bien vous allez vous désintégrer, ou bien vous allez vous vendre à l'ennemi, à l'étranger, ou bien vous vous unissez pour être fort. Et ça nous renvoie à la situation actuelle. Puisque nous n'avons pas pris la 3e option de l'unité, ou bien nous nous désintégrons, ou nous nous vendons à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire se vendre à l'étranger? C'est très concrètement ceci. Si vous voulez assurer votre force, tout à l'heure j'ai parlé de souveraineté, le triangle de souveraineté, la monnaie, le militaire et le droit. Si vous voulez, vous dites que vous êtes souverain. Ici c'est notre maison, on dit ici c'est notre maison. Nous sommes souverains dans cette maison, c'est-à-dire que sur la cour les gens peuvent passer. Mais dès qu'ils entrent ici, c'est chez nous et vous devez obéir notre loi. Vous devez obéir sur le militaire, personne ne peut venir ici. Si c'est bien ça notre maison, personne ne peut venir ici nous imposer quoi que ce soit. Et si en cas d'attaque, nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, dit Nkrumah, la 2e option, donc vous allez vous vendre à l'étranger, c'est-à-dire quand on va vous attaquer, au lieu de vous défendre, vous allez dire, vous allez appeler le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous allez attendre que le Conseil de sécurité des Nations Unies vous donne la possibilité de vous défendre. Vous allez dire, ah non, nous attendons que la France nous envoie les armes pour nous défendre. Vous allez dire, nous attendons que l'ONU nous donne les moyens de nous défendre. Parce que vous n'avez pas pu monter une force qui vous permet d'être ce que c'est qu'une nation souveraine qui a la capacité défensive. Donc c'est cette 2e option, vous vous vendez à l'étranger. Au lieu que nous soyons capables ici d'organiser notre défense, nous allons demander les gens d'à côté de venir nous défendre à notre place. Donc, dans cette situation, vous ne pouvez être qu'esclave, puisque vous ne pouvez pas vous défendre vous-même. Donc, Kwame, c'est pour ça qu'il dit qu'ici, au lieu d'être, vous êtes incapable d'un développement indépendant, et j'ai souligné en bleu, vous devez, puisque vous n'êtes pas capable de vous défendre de façon autonome, vous allez vous vendre, vous allez rely, c'est-à-dire vous allez vous adosser, vous allez attendre de ces forces impérialistes qui viendront vous défendre. Ce qui est un non-sens logique. Donc, ce que je voulais souligner ici, c'est donc ce discours de Nkrumah au Parlement ghanéen en août 1960, où il donne les 3 options. La 3e option, qui était l'option de l'unité, n'a pas été suivie jusqu'ici et nous en voyons les conséquences. Nous sommes en train ou bien de nous désintégrer, comme ce qui se passe au Mali et qui est latent depuis, dans le cas du Congo, où on n'a pas un État, on a un État qui n'a pas de capacité militaire et qui n'a pas de capacité structurelle pour assurer les fonctions régaliennes d'un État. Donc, désintégration, ou bien se vendre à l'étranger par notamment ce qu'on appelle les accords de coopération. Les accords de coopération militaire entre que la France, soi-disant, signe avec 2 autres États africains pour dire, en cas d'attaque, c'est la France qui va venir nous défendre. Ou bien, en cas d'attaque, nous comptons sur la coopération française. Mais, Laurent Gbagbo en a vu ça à ses dépens. Quand on a attaqué la Côte d'Ivoire, moi j'étais là, j'étais avec Laurent Gbagbo en août 2000, je crois 2009 ou 2010, où il a dit très clairement, on nous a attaqués, on a eu un mouvement de rébellion, j'ai demandé à la France, j'ai dit, nous avons des accords de défense. La France a dit non, moi je n'interviens pas. Alors que c'était marqué dans les accords de défense. Et il y a des accords de défense qui devaient s'appliquer. Donc ça veut dire que même quand vous avez des accords, cela s'appliquera si ça arrange l'autre partie. Mais ne vous en prenez pas à lui, prenez-vous-en à vous-même, parce que vous n'avez pas été capable de monter cette opération.